Salut à tous et à toutes, on est ensemble pour le Fight Time numéro 8, Entre potes, c'est une édition spéciale. On a un invité spécial, Clarky, et comme d'habitude, Samuel Monin, ceinture nord de Jiu-Jitsu brésilien. Salut tous. Salut, bonsoir à tous. Salut les gars, peace. Yeah, donc on a un invité Clarky pour nous parler un peu de sa session au judo, c'est ça? Dis-nous un peu, présente-toi, raconte-nous un peu ton parcours. Ah, allez, on commence direct alors. Eh ben, j'ai commencé par le judo à l'âge de 11 ans. Et puis après, j'ai passé donc un brevet d'état judo, j'ai enseigné un peu. Et je me suis diversifié dans plein d'arts martiaux différents, tels que le Yosekan Budo et après le Jeet Kune Do de Bruce Lee. Yes. Et ce qu'on appelle aussi le Kali Arnis Eskrima, un art martial philippin. Et quelques autres encore avec la boxe française et le Muay Thai. Et enfin, je me suis tourné vers le Jiu-Jitsu brésilien, où donc j'ai rencontré Samuel il y a maintenant 3 ans. Ouais. Voilà, j'étais un de ses élèves. Et puis ouais, c'est toujours un professeur un pour moi. On continue à prendre des cours ensemble. Je le fais venir, donc voilà, c'est un beau parcours comment dire. Ouais, non, c'est un beau parcours dans le sens où après avoir quitté Samuel pour des raisons, on va dire, géographiques, j'ai trouvé d'autres professeurs et j'ai toujours le plaisir de refaire venir Samuel en cours particulier pour continuer à apprendre avec lui parce que c'est une personne de qualité. Actuellement, tu pratiques le Jiu-Jitsu brésilien? Alors actuellement, je pratique le Jiu-Jitsu brésilien chez Hugo Février. Très bien. Voilà, une personne aussi qui est un super prof d'ailleurs. Ouais, une personne que je recommande fortement. Voilà, c'est. Et qui a derrière lui aussi Baguette. Ah, Baguette, oui. chez Aurélien Pagnard, qui est aussi un très bon jujutsuka. Et à eux deux, moi je trouve qu'ils ont fait un super club, avec des super combattants d'ailleurs. Et même au niveau des jeunes qu'ils ont, des petits, c'est Rodolphe. Qui s'en occupe, une autre ceinture noire de Hugo, qui est ceinture noire de judo d'ailleurs aussi, qui s'entraîne à Saint-Laurent-du-Var. Et ce qui s'occupe des petits, et il faut voir les petits, moi je les trouve impressionnants, que ce soit son fils ou les autres, même les filles qui combattent, c'est impressionnant. Vrai. Franchement, ils sont en train de faire un très beau truc avec une grosse base. Si ces jeunes-là ils continuent, franchement, on parlait de français sur les podiums un peu européens ou mondiaux, je te promets que ce que je vois là, si ça continue sérieux à s'entraîner dur, à faire les sacrifices qu'il faut, il y a possibilité de faire quelque chose, vraiment. Ouais, ils sont vraiment en train de construire une belle école de Jiu-Jitsu. C'est vrai. D'accord, donc un peu ton parcours en judo. Moi, mon parcours en judo, comme j'ai dit, j'ai commencé à 11 ans. Alors j'ai commencé au départ, j'étais dans la région parisienne. Comment vous dire, je suis passé à 11 ans, commencé à 11 ans, j'étais ceinture noire donc à 16 ans. J'ai passé mon brevet d'état, j'avais 21 ans. 5 ans pour avoir la ceinture noire de judo? Ouais, 5 ans, ouais. Il m'a fallu 5 ans, mais après, j'avais la chance que j'avais quand j'ai commencé, c'est que mon voisin de palier, c'était mon prof de judo. Donc, il enseignait dans 2 clubs différents. Donc, je m'entraînais tous les soirs. Dans un club différent. C'est pratique ça. Ouais, c'était bien. Il y avait un soir dans la semaine où ma mère me voulait à la maison, mais sinon j'en faisais donc 4 fois par semaine. Dès que j'ai commencé, j'en ai tout de suite fait beaucoup. D'accord. C'était l'avantage. Vite fait, moi je reviens vite fait. Faut être sur l'invitation. Pourquoi on a invité Clarky aussi? Déjà parce que on va inviter des gens qui sont pas. Alors lui, il est du jiu-jitsu brésilien, c'est une ceinture bleue. Donc c'est sûr que peut-être ceux qui nous écoutent d'habitude et qui connaissent un peu le jiu-jitsu brésilien ne le connaissent pas forcément. Mais c'est surtout par rapport à son parcours martial en fait, et que je trouve déjà super intéressant. Il est complet dans un peu tout et surtout on en parlera un peu plus tard dans le podcast, les 2 ans passés avec l'élève de Bruce Lee. C'est ça, il va nous parler de son voyage à Los Angeles après. Ouais. Yes. Avec plaisir. Donc on revient au judo. Après j'ai fait de la compétition comme tout bon judoka qui se respecte, on va dire. Mais que ce soit pas forcément obligatoire, mais ça fait partie intégrante du judo pour moi. Et j'ai gagné quelques petites compétitions régionales, des petites compétitions départementales, donc ici en junior, au niveau de la région PACA.
également dans la région parisienne, dans le Val d'Oise. Là, à cette époque-là, t'étais habité sur Paris. Enfin, alors au début. T'étais dans le nord ou t'étais dans le sud et tu faisais des compètes un peu partout? J'ai combattu à chaque fois. J'ai combattu quand j'étais dans le Val d'Oise. D'accord. Et après, quand je suis descendu ici à l'âge de 16 ans, j'ai continué à faire la compétition ici. Puis après, je suis remonté sur Paris pour passer le brevet d'État. D'ailleurs, tu parlais de la compétition. Ouais. Pour toi, justement, est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire pour tout pratiquant d'art martial, ou tu penses que c'est pas quelque chose par lequel on doit passer pour forcément, je vais pas devenir bon, mais est-ce que ça accélère le processus? Est-ce que tu penses que c'est utile quand même de au moins faire une compétition dans sa vie, ou tu penses que c'est pas obligatoire pour... Moi, je te dirais ma réponse sur ça. Ouais. Moi, je pense que la compétition, elle reste importante, mais ça fait pas tout. Dans le sens où tu vas avoir des personnes qui, à l'entraînement, vont être des champions de l'entraînement, et en compétition, ils vont perdre leurs moyens. Et des fois, inversement, tu as des types à l'entraînement, tu parierais pas 3 francs 6 sous sur eux, mais quand ils sont en compète, ça veut pas dire qu'ils vont forcément se transformer et être super forts, mais on va voir une autre facette d'eux. On va voir, finalement, ils sont super combatifs, ils se donnent à fond. Il y a aussi l'aspect pré-compétition où il faut se préparer pour la compétition, il faut s'accorder du temps pour s'entraîner, se reposer, faire des sacrifices. Et tout ça, je pense que ça forge en partie les gens et les combattants. Donc, c'est important, mais ça fait pas tout non plus. Je pense que c'est bien d'un autre côté aussi pour se tester, voir un peu vraiment ce qu'on a dans le ventre, avoir ce petit stress de l'avant-combat. Et puis physiquement, on se rend pas compte. Souvent, on fait une compétition et puis on se dit je suis bien. Le premier combat passe, le deuxième combat passe, on est troisième. Si on commence à être fort, on passe un peu les tours. Arrive au quatrième, on est toujours là, on a toujours envie, on n'est pas spécialement blessé. Mais on se rend compte que physiquement, on commence à plus avoir de jus et que la prestation qu'on a fait au premier combat et qu'on va faire au quatrième ou au cinquième, c'est plus la même. Alors heureusement, le gars qu'on a en face, il est aussi fatigué. Heureusement, parce que sinon... Après, ça dépend des combats aussi. Bien sûr, après, il y a des combats qui se terminent plus vite que d'autres, mais c'est vrai que quand on fait des compétitions, on va souvent au bout des combats. On sent qu'on commence à être usé. Surtout en judo. En judo, on le ressent beaucoup. Moi, je l'ai ressenti un peu en jiu-jitsu brésilien, mais je crois que c'est un peu partout pareil, quoi. Mais c'est là que on se rend compte que la préparation, pour moi, préparation physique, elle est super importante parce que ça permet de tenir les combats dans le temps et surtout de pouvoir garder la même prestation, parce que quand on se dit après je veux faire ci ou je veux faire ça, mais qu'on se rend compte qu'on n'a plus le jus pour le faire, on voit le trou, on veut l'exploiter, mais on n'a pas la capacité, ça devient rageant en fait. Bien sûr. Souvent j'ai le sentiment quand je reprends le jiu-jitsu, c'est exactement comme une reprise. C'est un peu comme une reprise. Tu vois tout ce qui se passe, mais tu peux pas gérer. Au début de saison, tu vois tout ce qui se passe, mais tu n'arrives pas à agir comme tu voudrais. Ton corps ne réagit pas comme tu voudrais. Ouais, je connais ça. Moi, sur ça, je te rejoins un peu vite fait. Moi, je pense que réellement, toute personne qui fait n'importe quel art martial doit au moins faire une fois dans sa vie une compétition. Je dis pas que on doit tous devenir des compétiteurs, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je pense qu'une compétition dans ta vie, c'est quand même important de la faire. Pourquoi ? Parce pour que l'expérience. Mais même pas que pour l'expérience. Tu vas apprendre à te connaître à ce moment-là, vraiment. Tu vas apprendre que est-ce que tu t'écroules, quels sont tes sentiments, t'arrives pas à dormir la veille, le jour même tu perds 50% de tes capacités. Et moi je pense réellement que sur les capacités, que tu me disais qu'il y a des gens tu parierais pas 3-6 sous. En fait, je pense que ça c'est pas vrai, c'est ça, mais c'est comme si tu mettais en fait, tu mets par exemple je sais pas, on va prendre des stars. Tu prends Roger Gracie qui, on va dire, il a 98% de ses capacités, 98% du jiu-jitsu, on va dire, tu sais, au niveau puissance, force, technique, tout ce que tu veux et tout. Et puis, par exemple, t'as un mec, même pas, Roger, je vais mettre à 80%, à lui 98%, mais je veux dire, disons qu'il est à 80%. Et t'as un mec, par exemple, comme, on va dire, Jacare, ou des gens comme ça, ou qui sont vachement explosifs, vachement puissants, vachement musculairement plus athlétiques, tout ça et tout. Mais en fait, quand tu arrives à la compétition, ce qui rentre en jeu, c'est
combien tu gardes de pourcentage de ça, en fait? Est-ce que tu arrives à garder, si t'as 80%, est-ce que tu arrives à garder ces 80%-là? Parce que si tu perds la moitié, que tu descends à 40%, mais qu'il y a une personne qui est à 50% en entraînement, mais qui reste à 50% en compétition, elle a 10% de plus que toi, ça veut dire qu'elle peut te battre à ce moment-là. Tu vois, et moi, c'est plus dans ce sens-là que je le vois, tu vois. Et après, voilà, moi, je pense que réellement, au moins une compétition dans ta vie, ça t'apprend vraiment. Parce que c'est un stress que tu ressentiras pas assis dans ton canapé en regardant la télé. C'est pas des choses que tu peux ressentir comme émotion si tu les vis pas. Si tu le vis pas. Tu peux pas l'expliquer, tu peux pas... T'as eu une expérience en judo, toi aussi, il me semble. En judo, non, judo, j'ai pas fait de Non, judo. Juste entraînement? Ah ouais, juste l'entraînement, ouais, vite fait, ouais. Bah après, voilà, moi. Raconte-nous un peu ton entraînement. Alors, moi, alors, forcément, c'est mon. Alors, déjà, d'une, c'est mon expérience. C'est pas. Je pense pas que ça soit. J'ai pas dit une globalité. Ah, si, quand même. Hein. Franchement, je rencontre souvent des judokas comme ça, mais bon. On peut pas faire une globalité de la chose, mais souvent. Attention à ce que tu vas dire. Voilà. La dernière fois que je suis allé au judo, je m'étais inscrit j'avais commencé le jiu-jitsu depuis 2-3 ans, tu vois, et puis je voulais commencer à apprendre à faire tomber. Pour moi, je suis ouvert à tout, donc à partir de ce moment-là, s'il faut que j'aille chercher de la lutte pour améliorer mon jiu-jitsu brésilien, du judo, du truc, je vais aller chercher à droite à gauche. Si je faisais du MMA, pareil, j'irais chercher dans le taekwondo des trucs, dans le kyokushinkai, dans tout, il y a des choses à apprendre. Et en fait, je les ai trouvés déjà un peu hautains. En fait, si je devais les comparer, en fait, ça m'a fait penser, si tu prends les sports, tu vois, et ben, tu prends les sports collectifs, et ben, t'as les footballeurs, tu vois. Et ben, ils sont un peu hautains, tu vois, c'est pas méchant, c'est pas truc, mais c'est beaucoup d'argent, c'est les stars, c'est les trucs, ils ont l'habitude d'être adulés, donc, c'est pas la même attitude, par exemple, qu'un rugbyman. Tu vois ce que je veux dire? Et même je trouve que le judo, c'est un peu ça dans les arts martiaux, un peu. Tu vois, c'est un peu les footballeurs des arts martiaux, un peu. Tu vois, ils sont subventionnés, donc ils ont des beaux équipements, des trucs et tout. Et après, moi personnellement, mon expérience quand j'ai été à Saint-Laurent-du-Var faire du judo, ça n'a pas été le prof le principal. D'ailleurs, lui, il a été, je trouve, justement correct, humble et tout. En fait, c'est ceinture noire en dessous, en fait, un peu. Qui, eux... Les instructeurs. Ouais, les instructeurs. J'ai l'impression, en fait, que... Ils dénigraient, en fait, un peu le jiu-jitsu brésilien, tu vois. Dans le sens où, pour eux, ça descend du judo, donc c'est en dessous. C'est en dessous, voilà, ça descend, c'est en dessous. Pour eux, tu sais... Carrément, j'ai vu des judokas m'expliquer qu'en fait, qu'ils connaissaient des clés, mais alors qu'ils connaissent pas du tout. C'est vrai, mais ils sont à 3, et ils vont te dire que qu'ils connaissent le jiu-jitsu en fait. Tu vois, alors que ils connaissent pas. Je vais te donner un exemple. J'ai vu souvent ça aussi, c'est que souvent, moi quand je suis allé dans mon cours de judo, je suis pas arrivé avec ma ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Enfin, à l'époque, j'étais bleu ou violette, je sais plus. Je suis pas arrivé avec ma ceinture violette. Je suis arrivé avec une ceinture blanche. Souvent, j'ai vu des judokas arriver dans mes cours avec des ceintures noires de judo. Ah, ça, c'est interdit. Et ouais, mais malheureusement, je vais te dire, ça m'est malheureusement souvent arrivé. Ouais, ça me met mal à l'aise, ouais. Tu vois, je veux dire, et au final, ça montre un peu d'un côté, je pense, c'est ce que je te dis, ce petit côté hautain où le judo et l'art martial, on va dire, d'appréhension principale, et tu le ressens en fait, tu vois ce que je veux dire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, les instructeurs, j'aurais roulé dessus, quoi, pour leur montrer. Et même après ça, je pense que même après ça, vraiment, c'est ça le pire. Je pense que même après ça, il n'y a pas de remise en question. Ils se remettent même pas en question. Dans leur tête, c'était la chance où ils n'ont pas été à fond, alors qu'ils étaient à un bloc, tu vois. Je veux dire, quand une ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien, elle prend une ceinture noire de judo et qu'il finit à faire du surf sur son dos, je veux dire, le mec, il rentre pas chez lui, il se pose des questions sur les 10 dernières années qui se sont passées. Ouais. Non, mais tu vois, je veux dire, et moi, ça m'a un peu... Et donc, ça fait que au final, ça fait que j'ai fait 2 cours, parce que je me suis dit la première fois, peut-être c'est 2-3 cours. Écoute, j'ai descendu les escaliers, je suis parti à la lutte. C'est pas le même sport, mais ça a les mêmes bases. Voilà. Mais oui, mais faut pas tout confondre. Le judo, c'est le judo. Moi, je sais pas faire du judo. Ouais. Je suis pas un judoka. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, c'est pas des mecs, c'est pas des jutsuka. Pour moi, tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, faut le reconnaître, quoi. Je veux dire, c'est juste ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, j'ai descendu les escaliers, je suis allé à la lutte et j'ai fait 10 ans de lutte libre, en fait. Tu te sens plus judoka ou jujitsuka?
Là, tu me demandes de me couper un bras, là. C'est les deux. Là, tu me demandes de me couper un bras. Toi, ça fait partie. Après, moi, les deux font partie sans de ta vie. prétention, Non, mais en fait, il n'y a même pas de choix à faire. Hein. C'est pas. Non, je lui ai demandé Ouais, s'il sentait plus. Ouais, mais tu vois, je veux dire. Moi, je me dis, je pense, j'ai fait plus de 20 ans de judo. J'arrive en jiu-jitsu, on va dire. Ça fait un moment que j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, mais j'avais jamais fait une année complète parce que je faisais d'autres arts martiaux à côté. Donc, je venais 3 mois, je lâchais un peu, je revenais une fois tous les 15 jours. Mais, donc, ça fait un moment, mais on va dire concrètement, ça fait bien, voilà, maintenant presque 4-5 ans que je fais vraiment du jiu-jitsu, on va dire régulièrement. Et donc, je pense que je connais le jiu-jitsu, quoi. Je connais le judo, je connais le jiu-jitsu. Et pour moi, c'est 2 écoles c'est 2 très bonnes écoles qui se complètent à merveille, qu'on peut arriver à connecter à merveille. Parce que des fois, c'est un peu comme la cuisine. Je veux dire, si tu essaies de connecter la bouffe italienne et la bouffe chinoise, et à un moment donné, il va y avoir un décalage. Les 2 sont bons, mais il va y avoir un décalage. Alors que là, les 2, on arrive vraiment bien à les connecter. Et puis, comme tu as dit, ils ont une même racine aussi. Donc, c'est pas... pour moi, j'arrive pas à me sentir plus l'un ou plus l'autre. Parce que... En plus, moi, je suis comme ça, c'est que je suis pas capable de bouffer la même cuisine tous les jours. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de changer. Tu vois, comme je disais l'autre fois, j'ai commencé le judo parce que ma mère voulait pas que je fasse des arts martiaux. Elle avait peur que je prenne des coups à la tête, etc., etc. Donc, je me suis tapé 8 ans de judo d'abord. Et après, quand j'ai eu 18 ans, j'ai pu aller m'inscrire dans un club où on faisait du pied-point. Tu vois, donc, le soulagement. Mais le soulagement, ouais. Mais je regrette pas du tout parce que le judo, ça m'a beaucoup apporté. Après, peut-être chance à moi, j'ai rencontré vraiment des bonnes personnes dans le judo qui ont su me diriger, me guider. D'accord. Donc, ça t'a forgé, quoi. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une très très grande école. Après, peut-être on reviendra sur le sujet. Non, après, c'est une super école au niveau de la discipline. Et je veux dire, quand tu vas dans un dojo de judo et que tu vas sur un stade de foot avec les enfants du même âge, c'est pas du tout la même mentalité. On est bien d'accord sur ça. Non, moi, c'est pas. Moi, je trouve que c'est une très bonne école de discipline, de tout ça et tout. C'est juste que je trouve qu'à la fin, des fois, souvent même, ils ont tendance un peu à prendre la grosse tête, dans le sens où. Après, je pense que c'est des fois peut-être c'est dur, hein, des remises en question, dans le sens où tu te dis putain, ça fait 12 ans que je fais ça, et d'un coup le mec il arrive, il vient du foot, ça fait 1 an qu'il fait des arts martiaux et il m'étrangle comme tu vois, donc c'est dur à reconnaître aussi, de se dire putain, c'est ça, c'est moi je pense vraiment que le problème c'est juste c'est comme un peu dans la vie, quoi, hein, c'est de se regarder dans le miroir et de se dire attends, putain, au bout d'un moment qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que je déconne? Est-ce que je veux dire Vous pensez pas que ça y est, le déclic en France, il est passé du genre jiu-jitsu, efficacité, comme le déclic qu'il y a eu aux États-Unis avec l'UFC? Il y a des gens qui prennent conscience au fur et à mesure que ça s'étend. Beaucoup plus de pratiquants, il y a YouTube, il y a Internet, ça a rien. Puis les États-Unis ont professionnalisé la chose. Donc maintenant, t'as des cours en ligne, tu peux être sur le site de Luc Alepri, t'as les Mendes Brothers. Bien sûr, ça a rien à voir. Mais après, en France en tout cas, je pense que le rapprochement il est encore un peu loin. Je pense. Après, dans une dizaine d'années. Ouais, après aux États-Unis, tu vois, ils sont pas comme ça, tu vois, les lutteurs s'entraînent avec les mecs du jiu-jitsu, ils s'entraînent avec les judokas, tout le monde. Au Brésil, c'était pareil, tu vois, je voyais Flavio Canto, tu connais Flavio Canto? C'est il a fait 3e aux Jeux Olympiques au Brésil, un Brésilien qui fait du judo et jiu-jitsu aussi. Lui s'entraînait par exemple je voyais s'entraîner, je sais plus, avec Ribeiro, tu vois. D'accord. En judo et en jiu-jitsu, tu vois, donc chacun partageait en fait, tu vois. Mais moi en fait... Chaque art se respecte. Voilà, moi... je vais te dire pourquoi je suis resté pour les 3 cours, parce qu'il y avait Rudolf, tu vois, et Rudolf est super gentil, c'est le professeur des petits chez Hugo, et ceinture noire, donc il était super gentil, même les élèves, j'ai pas vraiment mais j'ai pas aimé l'ambiance en fait, c'est l'ambiance qui m'a fait, je te dis, je suis descendu à la lutte, et je me suis retrouvé plus, c'était plus moi, tu vois, c'était plus décontracté avec les mecs. Plus convivial. Je vais pas dire ouais, je me suis trouvé plus à l'aise. Alors est-ce que c'est moi ou pas, je sais pas, tu vois, mais je trouve que voilà, c'est un peu dommage parce que il y a plein de choses à partager, il y a plein de choses à faire. Après la lutte, c'est plus rustre, c'est plus brut que le judo.
Les judokas ils se blessent beaucoup. Ouais. Moi j'en connais beaucoup. Souvent ils se sont fait souvent les ligaments, les genoux. Ouais. Les épaules. C'est vachement traumatisant le judo aussi. Hein. J'avoue. Ils tombent souvent, ça tombe, ça se bagarre debout. Ça... Non, je pense. Non, c'est juste après. Voilà, moi j'ai préféré la lutte. À la base j'étais parti pour le judo, pourtant. Ouais. Mais après, je vais revenir sur ce que tu disais. On parlait. Tu disais, tu fais du surf sur l'eau de la mer, qui se pose pas de question pourquoi ce qui s'est passé les dernières années. Mais après, comme je disais, t'as la nature humaine où les gens, ils ont pas envie d'abandonner la stature qu'ils ont. C'est-à-dire que le mec, il est ceinture noire, d'un seul coup, il y a des choses qui s'effondrent autour de lui. Il se dit, ah, mais mince. Ouais, il met du temps Il faut, je pense, avoir une certaine force de caractère, plutôt dire, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, je vais redémarrer à zéro, je vais remettre une ceinture blanche, je vais acheter un nouveau kimono, et on va voir. Mais voilà, c'est pas des choses qui se font, quoi. Je veux dire, humainement, intérieurement, il faut quand même. Je pense qu'on on n'est pas des extraterrestres, mais il y a une partie de la population qui est comme ça et une autre partie qui préfère rester sur ce qu'il a acquis, sa conception déjà toute faite de la vie, et ça va pas évoluer. Mais je pense que tout simplement, humainement, c'est difficile d'admettre que tu t'es trompé, c'est tout. Ou que tu peux t'être trompé, ou que c'est pas forcément le meilleur choix, et que ça soit dans n'importe quel aspect de la vie, c'est pas facile. Surtout, je dirais, c'est qu'il n'y a pas réponse à tout. Accepter, ouais. Surtout, ce que je veux dire, moi, c'est qu'il n'y a pas réponse à tout. C'est-à-dire que je vais pas dire que le judo, c'est bien ou c'est pas bien. Je veux dire, moi, du judo, je suis passé, j'ai été voir autre chose parce que le judo n'avait pas réponse à certaines questions. Le judo a répondu à une quantité de questions, le jiu-jitsu répond à une quantité d'autres, et il y aura, dans l'avenir, il y aura autre chose qui répondra à une autre quantité de questions, justement parce que ça évolue. Constamment. Mais quand même, je trouve, non mais je le dis parce que quand même, je trouve qu'en France, il n'y a pas, le jiu-jitsu brésilien n'a pas la reconnaissance à part pour ceux qui s'intéressent vraiment, n'a pas la reconnaissance qu'elle devrait avoir, quoi. Je veux dire, c'est quand même ceux qui ont créé l'UFC, qui ont amené le Vale Tudo, le MMA. Je vais poser une question tabou. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est à cause des fédérations de judo qu'on n'a pas de MMA en France ? Ah là, je vais pas encore peut-être des ennemis dans la communauté du judo, mais bon, ça c'est pas un secret de polichinelle, hein, tout le monde est au courant que... Karaté, judo ? Alors karaté, j'étais pas au courant, c'est toi qui m'en avais parlé la dernière fois, mais je crois qu'on m'en avait déjà parlé, j'avais déjà entendu un peu des rumeurs, mais c'est sûr que c'est normal à un moment, et puis c'est normal, c'est comme tout, tu vois, à un moment, il y a de l'argent en jeu. Ouais. Il y a des licences, il y a des fédérations en place depuis des années et des années qui engrangent de l'argent avec ça, qui ont des structures et tout. Forcément, ils vont pas... Ils savent que forcément, UFC, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, c'est relié avec le jiu-jitsu brésilien. Il y a déjà eu des scandales d'argent dans le judo, il me semble, non ? Pour te dire, j'ai pas assez suivi le judo pour ça, mais dans le football, c'est quelque chose sur laquelle je me suis pas vraiment intéressé, donc ça je préfère pas en parler, parce que je sais pas quelque chose que je maîtrise. On va continuer, on va parler de ton voyage à Los Angeles. Ah, ok. C'est la deuxième partie. La deuxième partie. Ah, attendez, moi je voudrais vite fait venir sur un sujet à propos du judo, toujours. Il y aura écrit judo en gros sur le titre. Ouais, je vais préparer ce podcast, vous inquiétez pas. Non, vite fait, je vais revenir sur la règle de plus pouvoir attraper le pantalon. Et ça, je pense que c'est un peu important d'en parler. Qu'est-ce que tu en penses, toi, au niveau de judo en lui-même, de l'efficacité, de tout ça? Alors, si... Pourquoi ils ont enlevé cette règle aussi? Au départ, c'est... attraper les jambes en judo, au départ, c'est mal vu. Il existe quelques techniques en judo traditionnel où tu viens attraper les jambes pour projeter le partenaire. Mais c'est plutôt, on va dire, mal vu, dans le sens où bien souvent c'est fait d'une manière où ça reste un peu bourrin et c'est pas vraiment dans l'esprit du judo. D'accord. Donc à la suite de ça, quand il y a eu une raflée des pays de l'Est, il y a peut-être 10-15 ans, ils ont commencé à modifier le judo, notamment les règles, pour pouvoir limiter les saisies de jambes. Tu parles du sambo ? On peut parler du sambo, on peut parler de la lutte, principalement. Ce genre de style. Ouais, principalement. D'accord. Donc ils avaient commencé à réfléchir et à limiter. Maintenant, quand on voit les règles où on peut plus poser la main pour défendre, la main sur les jambes pour défendre, c'est de suite une disqualification. La sanction est grande. Donc
ça limite forcément qui va venir faire des compétitions en judo. Alors, c'est vrai qu'on reste, on va dire, un peu plus dans l'esprit judo, plus ou moins dans la pratique, mais d'un autre côté, à mon sens, ça appauvrit le judo parce que on forme une génération de judokas qui sauront plus se défendre si on leur attaque les jambes. D'accord. Tu trouves plus la solution face à ça, donc t'es... c'est que je ne travaille pas, tu donc travailles moi, pas, je cherche donc pas de solution même si à tu ça. n'es pas préparé à une attaque, comment veux-tu avoir une défense adaptée? Donc forcément, tu vas te faire surprendre et Donc après, tu tombes. est-ce que tu penses que ça appauvrit le judo? Pour moi, c'est quelque chose qui appauvrit le judo dans le sens où aujourd'hui, si tu as des gars du jiu-jitsu brésilien qui viennent faire du judo et ils font du judo exclusivement dans les règles du judo qui sont faites à l'heure actuelle, ils vont apprendre plein de choses, beaucoup de choses à apprendre. Mais d'un autre côté, quand ils vont revenir au jiu-jitsu, ils ne seront pas préparés parce qu'au jiu-jitsu, tu as le droit d'aller plonger dans les jambes, tu as le droit de saisir le pantalon. Donc du coup, il va y avoir un décalage entre l'aspect, la façon dont tu t'entraînes en judo et ce que tu vas retrouver dans le jiu-jitsu. Après, les détracteurs pourront dire on fait du judo pour faire du judo et on fait pas du judo pour aller faire du jiu-jitsu brésilien. Ok, mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément un échange, on a des choses à s'amener, à apprendre ensemble, et le judo pourrait être tout aussi performant à l'heure actuelle et rester une grande école et avoir sa place dans les arts martiaux, on va dire traditionnels, en ayant toujours cet aspect où il y a une certaine liberté et on peut apprendre à se défendre, à projeter un adversaire qui saisisse les jambes ou pas, l'une ou l'autre, en attaque comme en défense. La totale, quoi. Bien sûr. Ça reste, pour moi, c'est comme ça que j'ai appris le judo. Ça m'empêche pas d'être un bon judoka à l'heure actuelle. Est-ce que ça en avantage certains? Bien sûr que c'est un avantage certain, mais tu crois au judo ou tu crois pas au judo? Ça marche ou ça marche pas? Et puis surtout, il faut le faire évoluer. C'est surtout ça. Il faut faire évoluer la pratique, il faut faire évoluer la façon d'entrer une technique de judo. Si justement le mec il met les mains dans les jambes, il faut savoir mieux gérer une nouvelle distance. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui fait évoluer la discipline. Ils le disent en MMA aussi, plus tu vas enlever de règles, plus tu vas rajouter de règles, plus tu vas t'éloigner de la réalité. Bien sûr. Donc, à la base, un art martial, ça reste exactement, c'est ce que le but d'aller le plus proche de la réalité possible, même si ça reste un sport et ça reste un plaisir. Le but, c'est de se rapprocher un maximum. À la base, moi, je pense que ça reste un art martial. Jigoro Kano, s'il a mis des prises où on pouvait attraper les jambes, je vois pas pourquoi les mecs... c'est la descendance, donc je vois pas pourquoi vous enlevez ça. Je veux dire, le mec, s'il a fait des techniques avec des prises de jambes, c'est que forcément, t'avais des défenses. Et je pense que t'as tout expliqué. À la base, c'est un art martial, quoi. Je veux dire, c'est fait pour se défendre un minimum. Donc oui, je dis pas qu'un judoka ne serait pas à se défendre, parce qu'il balancerait un mec, même un mec qui lui plonge dans les jambes, qui sait pas faire un peu de lutte ou quoi, et puis il part en l'air, hein, ça c'est sûr. Mais quand même, ça enlève de l'efficacité, un peu. Moi, je pense. Moi, je pense qu'il aurait fallu trouver des solutions, comme tu dis, à ces attaques de jambes ou ces contres de jambes, plutôt que de les enlever, mais d'enlever une grande partie du jeu, en fait. Enfin, pour moi, parce que, comme tu dis, je veux dire, un judoka, si c'est un bon judoka, tu dois pouvoir balancer un mec qui t'attaque dans les jambes. Voilà, c'est tout. Donc, t'as passé combien de temps à Los Angeles exactement? En tout ou... Raconte-nous depuis le début. Allez, quand t'es arrivé là-bas. Allez, quand je suis arrivé là-bas. Alors, la première fois, c'était en 2007. Ok. Où j'ai donc été faire un stage avec Danilo Santo, donc à Los Angeles, à son académie. Dis-nous qui c'est Danilo Santo. Alors, Danilo Santo, c'est une des 3 personnes qui a été décernée instructeur par Bruce Lee en Jeet Kune Do. D'accord. Ils se sont rencontrés durant une démonstration qui a eu lieu à Long Beach en 1960, si je ne dis pas de bêtises. Donc il lui a servi de partenaire, et de là, Danilo Santo, qui était déjà instructeur en Kali Eskrima et en Karaté Kempo sous maître Ed Parker, qui est un grand nom du karaté donc, aux États-Unis. Il lui a donc servi de partenaire pour cette démonstration, et puis voilà, il a été étonné par les capacités de Bruce Lee, et
ce qu'il amenait et l'avance qu'il avait déjà sur les arts martiaux en fait. D'accord. Autant une réflexion sur la préparation physique, sur une approche technique, notamment dans les arts martiaux mixtes. Ils étaient déjà en avance. Ouais, Bruce Lee avait 30 ans d'avance. Bruce Lee avait 30 ans d'avance sur la vision des choses. Ensuite, pour revenir à mon parcours, j'ai fait 15 jours donc, en 2007. Et là, arrivé à Los Angeles, où j'ai voyagé, on va dire, à travers le monde, parce que on partait d'un cours de Jeet Kune Do pour faire ensuite du Kali, pour aller ensuite se balader en Indonésie pour faire du Silat. Après, on avait un cours de Muay Thai. Puis le lendemain, tu reviens, tu recommences. Puis là, il y avait un cours de jiu-jitsu brésilien au milieu. Et puis tu recommences un cours de jiu-jitsu, tu recommences un cours de savate. Après, tu reprends un cours de Muay Thai. Et le lendemain, tu reviens non-stop. Et tu as 4 ou 5 heures de cours tous les soirs. Et 1 heure par type de discipline. Et voilà. Et là, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas. Daniel Santo a une façon très spéciale d'enseigner où il va délivrer environ 48 techniques à la minute, façon de parler, mais sans mentir, il est capable de délivrer à peu près, je sais pas, on va dire 24 à 25 techniques par cours. D'accord. Ce qui est énorme à faire et à travailler quand on a 1 heure. Surtout à 2 avec le partenaire, il faut pas. Voilà, là tu viens avec un carnet de notes, tu prends, tu notes tout l'algorithme, parce que d'une technique il montre une première variation, une deuxième, une troisième, une quatrième. Il explique aussi l'histoire de la technique. Donc des fois il parle un peu, il fait vraiment un cours, on va dire. Il parle un peu pendant 10 minutes, un quart d'heure, il parle, il explique l'histoire de la technique, d'où c'est venu, comment lui il l'a connu, qui lui a enseigné. Pour ça, Daniel Santos, c'est quelqu'un d'assez spécial. Par exemple, il est ceinture d'or 3e dan en jiu-jitsu brésilien sous Jean-Jacques Machado. Ah ouais. Mais il faut savoir que à l'époque, il faisait venir, il a fait venir plein de profs de jiu-jitsu brésilien, mais il en faisait venir de 10h à 11h. C'est un de ses instructeurs qui me racontait ça. Il me dit, il faisait venir un prof et il lui demandait De La Riva. De 10h à 11h, il faisait que De La Riva. Allez. Et après, il disait Daniel Santo, il m'a demandé de revenir, mais cette fois-ci de 13h à 14h. Il dit, encore un autre cours de jiu-jitsu brésilien. Et là, il demandait encore que du De La Riva, avec un autre prof. Juste pour comparer les méthodes d'enseignement des 2 profs. Ok. Tu vois? Ouais, c'est vraiment une encyclopédie. Il est capable de dire ce que Bruce Lee faisait en 1963 comme technique, et sur la même technique, son évolution en 1966, par exemple. D'accord. Il dit ça, c'est Bruce Lee 1963, ça, c'est Bruce Lee 1966. Parce que Bruce Lee avait adapté en fonction de la réaction des gens. Il avait modifié déjà ses techniques en 3 ans. Il avait déjà modifié un paquet de techniques, en fait. Parce qu'il s'était rendu compte que les gens, au début, faisaient plus de karaté parce que c'était vachement à la mode. Après, c'était un peu plus mis à la boxe. Donc, du coup, tout ça a changé. C'est toute une évolution du Jeet Kune Do. Donc voilà. Et puis, ensuite... Il a passé combien de temps sous Bruce Lee à être... qu'il lui enseigne le Jeet Kune Do? Combien de temps il était en dessous? À mon avis, Bruce Lee est mort en 73, si je ne dis pas de bêtises. Et ils sont connus en 1960-61. Donc une bonne dizaine d'années. Entre exactement, les dates, je ne les connais pas, mais je dirais entre 9 et 12 ans. Une dizaine d'années, quoi. Ouais. Incroyable. Ouais, incroyable. Et donc, ensuite, je suis revenu de mon premier voyage à Los Angeles. D'accord. Et là, 1 mois et demi après, je suis reparti pour 15 jours. J'ai posé tout ce que j'avais, les vacances, j'ai mis tous les sous, j'ai pris un billet d'avion et je suis retourné m'entraîner une quinzaine de jours. Accro. Et accro, je suis tombé de suite amoureux parce que y avait plein de choses que je connaissais pas. Daniel Santo, il m'a vraiment étonné dans la maîtrise qu'il avait de tous ces arts. Et ensuite, il avait plein d'instructeurs, plein d'élèves qui étaient bons, qui étaient capables de tout faire. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Ouais. Comme je dis, moi, j'arrive pas à manger tout le temps la même chose tous les jours. Donc j'ai pris ce versant là, et puis après j'y suis retourné en 2011, je suis retourné pour 3 mois. Ok. Voilà, j'ai fait un voyage de 3 mois là-bas, où donc là j'ai vraiment pu aller un peu plus en profondeur. J'ai pu faire des connaissances avec des élèves avancés de Daniel Santo, et puis j'y suis retourné en 2012. Ça a pu faire des amitiés là-bas? Oui, bien sûr, j'ai pas mal de potes, notamment des cascadeurs en fait. D'accord. Parce que Daniel Santo, il a formé, il y a un chorégraphe
en scène de combat, qui est considéré comme le meilleur au monde, qui s'appelle Jeff Imada. Donc, qui a tourné Fight Club, qui a fait la série de tous les Jason Bourne, etc. Donc, et puis là, encore quelques cascadeurs qui sont de très très bons chorégraphes, qui ont fait les films 300, qui ont fait vraiment un paquet de films très connus. Et j'ai pu les voir et donc me lier d'amitié avec eux. Et puis justement, c'est ça qui m'a permis de progresser, parce que ils vont te donner tous les petits conseils. Des fois, on se retrouvait en dehors des cours pour s'entraîner. Et au début, je parlais pas bien l'anglais, donc c'est difficile de se faire accepter, de prendre toute la connaissance des cours qui étaient donnés, parce que j'arrivais à en récupérer qu'une seule partie, parce que je comprenais pas tout. Donc après ces 3 mois-là, ça a été comme bien dégrossi, on va dire. L'anglais bien dégrossi. J'y suis allé moi au départ pour vraiment le Jeet Kune Do, le Kali et le Silat. Et à la suite de ça, en rentrant, il y a un pote qui m'a dit, mais toi qui vas tout le temps aux États-Unis, tu devrais jouer, il y a une loterie pour gagner la carte verte. Ok. Donc j'ai joué et j'ai gagné la green card. Incroyable. Donc du coup, le temps que le processus se fasse, ça m'a pris 2 ans. Donc je suis retourné en 2012, je suis retourné en 2013, j'ai enfin eu ma green card. Et puis en 2014, je suis parti. Et puis je suis resté là-bas 2 ans. Incroyable le destin quand même. Donc là-bas, j'ai passé 2 ans. Et après, donc, un pote de là-bas avec qui je m'entraînais, qui avait aussi une académie au nord de Los Angeles. Donc là-bas, il m'a pris comme prof de judo. Donc j'étais là-bas intervenant 2 jours par semaine en tant que prof de judo dans son académie. Donc ton expérience t'a servi. Mon expérience m'a servi. Et plus aussi, j'enseignais avec lui tout ce qui est les cours de Kali et Jeet Kune Do aussi. Ça, j'étais assistant pour ça. Et puis après, le week-end, je travaillais en tant que serveur. Voilà. Okay. Pour finir de compenser un peu dans la balance. Et tous les soirs, je m'entraînais du lundi au jeudi. J'avais 4 heures. C'était intensif. C'était comment la vie en dehors de l'académie? C'est comment les États-Unis, c'était... Alors moi j'étais en Californie. La Californie. T'avais un petit appart, comment ça se passe? Alors j'y vais en coloc. J'y vais en coloc avec donc un pote justement qui était cascadeur. D'accord. Voilà. Ensuite j'ai vécu avec. Vous avez quoi, un appart, un grand appart? On avait une grande maison. Ouais. Une grande maison avec 4 chambres. Ça tue. Ouais, on était bien vraiment. Tu payais combien à l'époque pour ça? Là, la maison 4 chambres, on avait $800. Ouais, $400 chacun, quoi. Ah, c'est bien, honnête, ça va. Non, on était 4, on vivait à 4 dedans. Donc c'est $800 chacun. Je payais ma chambre $800. D'accord, ok. Je me disais bien Los Angeles, qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est pas la fontaine le truc. D'accord, ok, d'accord, $800. On avait un jardin dans un joli quartier. Oui, t'étais bien. On était à Marina del Rey, exactement. Putain, il manquerait plus qu'à $800, tu seras dans le Bronx. Mais bon, c'est les prix. Les prix côté on va dire côté mer, côté océan à Los Angeles, ils sont super chers. Et niveau bouffe, compliqué à manger là-bas. Alors, c'était marrant. Est-ce que tu manges sainement? Est-ce que tu mangeais sainement à cette époque-là? Est-ce que tu faisais déjà attention? Alors moi, j'ai plus ou moins comme toujours mangé sainement. Là, ça fait bientôt 19 ans que je suis végétarien. J'ai quand même toujours fait attention. Depuis 19 ans, tu manges pas de viande? Ouais. Incroyable. Ah ouais, pour moi, c'est incroyable. Il faut de la viande. Franchement, c'est beau. Et donc, non, j'ai toujours plus ou moins mangé correctement. C'était un peu marrantiste quand je suis arrivé là-bas. Et finalement... À cette époque-là, tu étais déjà végétarien? Ouais. D'accord, ok. Et finalement, la Californie, comme on dit les gens, la Californie, c'est pas les États-Unis. La Californie, c'est un monde à part. Et j'ai pu m'en apercevoir. T'as beaucoup là-bas justement de vegan, de ci, de ça. C'est hippie chic. Hippie chic. Ça, tu peux pas l'enlever. Ouais. Et mais d'un autre côté, je me dis quand même, ils bouffent, ça doit coûter cher, ou il doit y avoir de la bouffe, les pizzas, les machins, ça doit y aller, les burgers, ici et ça. Comment je me débrouillais vraiment au quotidien. Et en fait, j'ai découvert la bouffe mexicaine. Parce qu'en France, on n'a pas beaucoup de bouffe mexicaine. Non, tu regardes les restaurants mexicains où souvent tu vas. Surtout sur la Côte d'Azur. C'est un peu vite fait, quoi. Pour moi, ça fait fast food. Ouais. Et en fait, la cuisine mexicaine, c'est une cuisine qui est. C'est vraiment une belle gastronomie, en fait. Ouais. Et j'encourage tout le monde à aller la découvrir. S'ils trouvent vraiment un bon restaurant, allez-y, parce que j'ai été super étonné. Ils mangent beaucoup de produits frais. Il y a aussi, on peut retrouver du poisson comme on peut trouver de la viande. Ils ont un tas de types de sandwichs différents, des burritos, des tacos.
Il y en a, mais il y en a un wagon. Après, taco, je suis pas sûr que ça soit très diététique. Quand même. Ben si, parce que c'est que frais. T'as que la galette de maïs, Ouais. et dedans, c'est que des produits frais. Oignons, coriandre, tomates, concombre, tu vois. D'accord. T'assaisonnes un peu. Dessus, ils te mettent une petite sauce avec le guacamole, donc c'est de l'avocat frais Ouais, avec de la ouais. tomate encore. D'accord. Tac, ok. un petit piment Ah, parce ou que pas. si les tacos, ce que je vois, Mais ouais, laisse tomber. ouais, mais ça c'est ici, c'est Il y a justement, du fromage, il y a de la sauce gras. crème fraîche, Ouais, le c'est truc qui ça. fait 3000 calories. C'est le truc. vrai, non mais c'est vrai. Et ils sont de plus en plus gros. Et c'est Je ça, crois c'est qu'il y ça, a un c'est pote à moi, il a construit une maison avec d'ailleurs. Tu peux les assembler, le truc, laisse tomber carrément. Non mais je crois surtout c'est que les gens ils connaissent pas en fait. Donc au niveau de la bouffe, non, j'ai vraiment pu manger sainement. Et ah ouais, petit problème de caméra on dirait. Mais... Ouais, il y a l'autre. D'accord, c'est bon. Bon bah alors c'est bon. Ah, on est en c'est bon, live, je suis hein. filmé. C'est bon. Ouais. Donc non, au niveau de la bouffe, bien. Bien, ça n'a pas été, D'accord. finalement, ça n'a pas été un grand obstacle pour manger sainement. Au niveau des. Parce que, enfin, alors je connais pas cette partie-là des États-Unis, j'ai la chance d'aller ailleurs, mais je connais pas. Et au niveau des déplacements, parce qu'à ce qui paraît, Los Angeles, justement, tout est éloigné et t'es obligé d'avoir une voiture, parce que c'est ça, compliqué, ouais. on m'a dit. La ville a fait 79 km de long. Ouais. Quand tu vas chérie, je vais au bout de la rue, je vais chercher le pain, t'es pas prêt de revenir. Ouais, non, là-bas, il te faut une voiture. D'accord. Si t'as pas de voiture, c'est très très difficile. Tu loues une voiture, toi ou... Non, j'avais acheté une voiture. T'as acheté une voiture Ouais, carrément, d'accord. j'avais acheté une voiture, ouais. Après, il y a Uber là-bas, c'est vachement développé, ça coûte pas très cher. Ah, c'est pas cher Uber, c'est Ouais. clair. Après, il faut voir. C'est Bon, quand tu accessible. vis là-bas, je pense que t'as quand même besoin d'une voiture, mais à moins que tu réduises ta vie dans un champ très très restreint. Mhm. Mais sinon, les Uber, ça peut bien le faire quand même. Si tu te déplaces que 2-3 fois dans la journée et que tu as une dizaine de kilomètres à faire, franchement, sans la voiture, Pour aller à tu peux le faire. l'entraînement, c'est parfait. Pour aller à l'entraînement, ouais, faut pas se priver. Ouais. T'étais loin d'ailleurs de l'entraînement? Non, j'avais justement la coloc que j'avais, c'était donc par mon pote qui était cascadeur, Ouais. qui au départ m'avait laissé sa chambre et puis après il est revenu dans la coloc. Non, j'étais à peut-être 2,5 km de l'académie. Aller en Donc, courant, quoi. tu allais à pied, tu vois. Ouais. Enfin, au début, j'allais en vélo, à pied, et puis après, j'ai eu la voiture. Au bout de 3 mois là-bas, je m'étais acheté la voiture. Non, et c'est cool. J'étais Ouais, tranquille. c'est bien. Et Ouais. alors tout ça, donc au final, donc t'as fait après, donc tu finis tes 2 ans. Ouais, donc je finis mes 2 ans avec mon diplôme d'instructeur de Danilo Santo en Jeet Kune Do, Kali Silat. Bravo. Ah, donc c'est pas rien, là. C'est... Ouais, quand ça devient de Danilo Santo, tu Ouais, c'est... Ouais, c'est clair. Est-ce qu'ils sont durs à obtenir ces diplômes? Alors, j'avouerais que c'est fait d'une manière assez arbitraire. Et Danilo Santo, il a une façon de faire passer les grades qui est pas comprise par tout le monde. J'avouerais que moi-même, je la comprends pas. D'accord. Autant, il y a des mecs, on va les trouver un peu gauche, tu veux dire. Ouais, pourquoi ils sont là? Et ouais, tu dis, ils donnent un grade. Et puis toi, t'es là, t'es derrière, et tu dis, putain, je produis, mais t'as rien, tu vois. Tu dis, t'as les potes qui viennent te voir, qui sont ceinture noire et tout, ils te disent, continue à travailler. Tiens, là, tu dis, ok. Et tu travailles, et c'est pas pourquoi il te fait passer au milieu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Devant tout le monde, il te pose des questions. Alors, mais il faut savoir que tu as 10 ceintures noires sur le tapis, tu as encore 25 ou 30 autres élèves autour. Et tu vois, Une petite Ah, pression. la petite pression. pression, et tu fais démontrer, et ouais, ok. Et des fois, tu dis, ouais, c'est bien. Et puis, des fois, il dit, ouais, c'est pas trop mal. Bon, là, tu veux dire que c'est pourri, en fait. Il dit jamais c'est nul. Il dit, ah, c'est pas trop mal. Et alors là, tu sais que c'est mort. Tu rentres chez toi, tu pleures, tu dis, je suis dégoûté, qu'est-ce que je fais là? Et puis, au fur et à mesure, en fait, les grades, ils viennent. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il évalue tout le monde et le potentiel de chacun. Et en fonction du potentiel que tu as, il te pousse. Ouais, et quand tu as atteint un certain potentiel, il te donne te donne la ceinture, tu vois. Il fait Donc, en fonction de chacun. voilà, pas- il tient compte de l'âge, il tient compte des capacités physiques, etc., etc. Donc, en tout cas, c'est moi comme ça que je l'ai compris. Donc, pour moi, ça a été dur à avoir. J'avouerais que en silat, ça a été dur. Voilà, ça, c'était une discipline j'ai mis un peu plus de temps à comprendre, on va dire. En Jeet Kune Do, pas tant que ça, parce que j'avais déjà un bon passé pied-point, D'accord. ce qui m'a pas mal aidé. Et en Kali, il a fallu que je travaille, mais le Kali, j'ai de suite accroché. Avec le Yosekan, j'avais déjà manié les bâtons, le double bâton, donc T'arrivais pas de nulle part, t'avais déjà un bagage. ouais, j'avais un le background bagage t'a qui était... permis d'avoir ce. Ouais. Puis ce diplôme. c'est ça qui m'a poussé à aller vers Danilo Santo à Los Angeles et me spécialiser là-dedans parce que j'avais le judo d'un côté, j'avais un peu de boxe française et j'avais beaucoup de Yosekan Budo.
Donc c'était pied, point, projection et combat aux armes. Donc, j'ai fait beaucoup de compétitions en bioséquent, donc ça aide. Je savais ce que c'était la compétition, j'ai pu de suite voir les possibilités que Danilo Santo il donnait en travaillant tout ça, parce que des fois on se dit ouais mais ça marchera pas. Il y a des choses qui sont vendues, on se dit difficile d'y croire. Alors que quand tu as un petit peu d'expérience en compète, et ça passe, ça passe pas, ou ça il faut plus de travail. Surtout c'est une mentalité différente, un aspect, un nouvel aspect des arts martiaux, et je connaissais pas du tout les arts martiaux philippins, et en fait c'est peut-être ce qu'on voit depuis les 10 dernières années dans toutes les scènes d'action, tout ce qu'on voit, les mecs qui font on va dire où ils sont unité d'élite, agents secrets, tout ce qu'ils font c'est du Cali quoi, du désarmement, c'est des arts martiaux tout ça c'est purement philippin, je veux dire, donc il y a eu de ça aussi, ça aide à aller voir ce qui se passe un peu là-dedans, et la mentalité elle est différente, comme je sais à toi, je l'expliquais peut-être la dernière fois, où c'est pas comme les arts martiaux japonais où ils vont vouloir aller à toucher un point vital précis, et d'abord ils disent defang the snake, c'est-à-dire enlever les crochets du serpent. À partir du moment où le serpent il peut plus te mordre, il est inoffensif, et dans l'idée c'est ils vont d'abord détruire les armes de l'adversaire, d'accord, miser sur plutôt les jambes, ou miser à détruire les poings ou les avant-bras avec des frappes dans les bras, et ensuite ils progressent et ils atteignent une cible un peu plus vitale, casser le blocage. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est typiquement philippin. Ouais, c'est une autre approche en fait. Et tout ça, ça se complète. Et c'est bien d'avoir un autre point de vue, en termes martial, dans le sens où moi j'aime bien. Je me dis, quand j'arrive à une ceinture noire à un moment donné dans une discipline, quelque part, mon premier prof de judo, il nous a fait remettre pendant 1 mois une ceinture blanche. Et il dit voilà, comme un retour aux sources, il me dit comme ça, tu n'oublieras pas d'où tu viens. Et avec le temps, je crois, ça c'est ce qu'il me disait, mais avec le temps, j'ai dit, maintenant ce que je comprends, c'est un peu différemment. C'est une ceinture noire, tu remets une ceinture blanche, mais limite, dans l'idée, c'est de rester une ceinture blanche et de refaire exactement le même trajet, mais avec un point de vue différent en fait. Tu vois, pour compléter, tu rapprends la même chose, mais avec un point de vue différent, avec un regard différent, et tu continues à t'améliorer sur ce que tu connais, sur ce que tu maîtrises déjà, on va dire. Et pour moi, c'est comme ça que je le vois. Tu peux qu'évoluer, tu peux que aller encore plus loin que là où tu es déjà, quoi. C'est incroyable. Ouais. Bravo. Il y a une petite chose que j'aimerais juste dire aussi, c'est que je sais pas qui l'a dit, je l'ai lu, j'ai dû le lire sur Facebook ou Instagram ou je sais plus, mais j'ai trouvé ça super sympa. On dit souvent, de la ceinture blanche à la ceinture noire, tu construis l'outil, et à la ceinture noire, tu l'utilises. Tu vois, tu construis ton outil et après tu l'utilises, tu t'en sers, quoi. Et j'aime bien cette image. Donc pour tous ceux qui font des arts martiaux, je dirais continuez, travaillez sur vous, et un jour vous verrez, ça va payer. Vous pourrez enfin utiliser votre corps et tout ce que vous avez appris pour vous amuser avec. Après, il y en a qui construisent des marteaux, d'autres des épées. C'est ça, après... tu choisis. Tu choisis ton arme. T'aiguises, c'est ça. Non, mais après, c'est sûr que les arts martiaux, ça permet d'apprendre à mieux se connaître. Ça, il n'y a pas de... Même le sport en général, parce que comme je te dis, même moi dans le foot, j'ai vécu des choses que ça apprend à te connaître. Donc voilà, c'était top. Moi, je kiffe ce parcours. Je kiffe ce parcours. C'est pour ça. Donc, je suis content d'avoir pu te libérer. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est quand même fou. Juste pour revenir vers la fin, donc à la fin, t'es rentré un peu parce que tu me disais que t'avais un peu le mal du pays. Ouais. Je crois que c'est la seule chose à laquelle je m'étais pas préparé en fait. Et au bout de 2 ans, je suis rentré parce que il y avait le mal du pays. Il y avait le fait aussi. Construire sa vie à Los Angeles, c'est difficile, c'est long, il y a 12 ou 13 millions d'habitants, c'est énorme, et faut faire son trou. Et puis j'avais 37 ans, donc je me suis dit maintenant qu'est-ce qu'on fait? Une fois que t'es venu, t'as eu le Graal, tu vois, dans l'idée, ce que t'es venu chercher, c'est pour ça que t'es venu au départ. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu construis ta vie là-bas? Est-ce que tu rentres? Et il y avait déjà le mal du pays depuis un moment. Et fatalité, après j'ai pris la décision de rentrer. C'est quoi qui te manquait là-bas en fait le plus? Hormis la famille et les amis, tu vois. Oui. Ça c'est normal. Ça c'est difficile. T'as limite un coup de nostalgie à chaque fois quand tu raccroches le Skype, tu vois. Tu fais dur.
Mais bon, après, la vie là-bas, elle est super quand même. Hein. Tu vas surfer le matin. Ouais, il fait beau tout le temps. Il fait beau tout le temps. Ouais, tu sais, short claquette toute l'année. Hein. Il y a une semaine par an où tu n'y es pas. Mais t'as pas eu de possibilité de connexion, justement, avec, vu que tes amis étaient cascadeurs, de faire des trucs comme ça alors, il a fallu peut-être que je reste un peu plus longtemps. Ouais. Ça reste assez fermé. Tu m'étonnes. Ça reste assez fermé. Et après, il y a certains boulots, tu sens quand même qu'il faut être américain. Tu vois, difficile quand t'es pas américain ou quand t'es pas champion du monde de quelque chose. Je veux dire, quand t'es dans la masse un peu, tu vois. Même il faut le nom qui est avec. Ouais, un peu de ça. T'as déjà fait ton nom pour pouvoir rentrer. Ouais. Mais je pense que si j'avais persévéré, sans problème. Je pense sans problème, parce que là, Fatalité, par exemple, tu vois la série L'Arme Fatale. Ouais, L'Arme Fatale. L'Arme Fatale, mon coloc. J'ai pas regardé, mais mon coloc, par exemple, c'est lui celui qui fait les chorégraphies de scènes de combat dans cette série. Okay. Depuis maintenant 2 ans. Très bien. Tu vois. Donc, Fatalité, peut-être si je serais resté quasiment sans aucun doute, je suis sûr qu'il m'aurait dit, bon, viens, j'ai du boulot pour toi. Ça doit te faire bizarre de la regarder, cette série. Ouais. Je t'avoue, je la regarde pas trop. Moi, je le sais parce que je le suis sur son Instagram et il poste des trucs. Donc, je regarde pas, je le sais par ça, tu vois. Mais après, la série, je la suis pas spécifiquement. Mais en plus, Fatalité, j'en avais déjà un peu parlé parce que vu que j'avais des diplômes de préparation physique chez les pompiers, etc., du coup, il m'avait dit, bon, bah, si j'ai des acteurs à préparer, en cas, il m'a dit, on fera un truc ensemble, je te les enverrai, tu les prépareras. Donc, tu devrais regarder peut-être de tes techniques dedans. Mes techniques, non, mais du Kali ou du Silat, c'est sûr, il y en a. C'est sûr, il y en a. Ah, mais c'est top tout ça, c'est top. Et donc voilà, et après, donc, quand t'es rentré en France, t'as continué, qu'est-ce que t'as donné des cours justement de ce que t'avais appris ou t'as un peu calmé le tout, tu t'es un peu posé, un peu plus relax Il m'a fallu 1 an pour atterrir, on va dire, le temps de me réinstaller. T'as eu du mal avec le retour en France quand même Au début, non. Les 6 premiers mois, non. Mais après, aussitôt que tu commences à rentrer dans une routine, tu te dis, ah ouais, mince, maintenant, tu te dis, ah putain, là, je retournerai bien un week-end à Los Angeles, tiens, j'irai bien voir un autre pote là-bas. Tu vois, bon, après, voilà, c'est humain, c'est comme ça. Niveau mentalité, c'était comment par rapport à la France? Je veux dire, tu les as trouvés beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sympathiques ou tu sens quand même que oui, c'est cool, mais ça reste fermé. Ils te jugent pas moins que les Français, je dirais, sur l'apparence. C'est beaucoup plus libre. C'est vraiment un pays où tout est possible, comme on dit, où chacun a sa chance. Le rêve américain. Ouais, le rêve américain, ouais. Après, tu sens qu'il y a quand même des personnes qui sont encore... Il y a les Américains et il y a ceux qui sont pas américains, tu vois. Il y a un peu... tu vois, c'est pas un racisme, c'est pas très mais c'est patriotique. C'est très patriotique. Ouais. Ils sélectionnent, pour ça, ils sélectionnent à mort. De toute façon, je sais que moi, pour avoir eu des propositions, à un moment, j'avais l'intention de partir un peu à Miami ou des trucs comme ça. Je sais que l'entreprise qui t'embauche, faut qu'elle justifie le fait qu'elle embauche un étranger plutôt qu'un Américain à ce poste-là. Exactement. Faut que, c'est encore d'autant plus dur. C'est pas simple. Quand on parle légalement, parce qu'après il y a plein de gens qui travaillent avec mais je peux en parler légalement. Ça reste encore fermé. Ça reste encore fermé quand même. C'est cool. Et donc les 6 mois, et après t'as repris un peu à faire des cours. Alors j'ai continué à m'entraîner et l'année d'après. Tu t'entraînes en Jeet Kune Do ici aussi? Je m'entraîne en Jeet Kune Do, Kali, Silat, ici, ouais. Ok. Les clubs, ils sont où pour ceux que ça peut intéresser? Il y a un club au Canet. D'accord. Ça, c'est quoi le club au Canet? Ça, c'est le Kali. Le Kali, d'accord. Voilà, Kali, Silat. Actuellement là-bas? Non, moi je donne pas de cours là-bas. Il y a un professeur. D'accord. Il y a donc Didier Garcia, qui est le professeur de FCS Kali, donc au Canet Rocheville. Excuse-moi, une petite pub, mais justement, vite fait, justement, cet art martial, est-ce qu'il faut être régulier dans la pratique pour vraiment apprendre? Est-ce que, après je ne doute pas de l'efficacité, j'en ai jamais fait donc je peux pas vraiment parler. Est-ce que c'est comme tu vois, il y a des sports comme le jiu-jitsu brésilien, on est obligé de s'en répéter, souvent. Tu le définis comment un peu le Kali?
Tu parles pour être bon ou pour pas pour être un champion du monde, mais pour avoir un niveau correct qui te permet de défendre, parce qu'à la base ça reste quand même un art. Enfin, c'est des choses faites pour moi j'aborde tous ces arts martiaux, tous ces trucs. Pour moi, il faut que ce soit efficace pour savoir se défendre. À partir de là, il y a des ceintures en Cali. Il y a des ceintures en Cali, ouais. Mais en France, c'est sous la Fédération française de karaté, donc tu vas retrouver le même organigramme, la même hiérarchie au niveau des. Combien de cours par semaine à peu près? Tu vas pas 2 fois, ça va être difficile. Ils en font combien là, par exemple, dans ton club? Là, dans ce club-là, ils en font 2 fois. 2 fois. Ah ouais, c'est un petit club. 2 fois, c'est le minimum. 2 fois, c'est le minimum. Après, moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est le travail personnel que tu mets derrière. Ouais, comme tout. Je pense que c'est comme tout. Faut s'entraîner. On peut te montrer 10 000 techniques, c'est la répétition des techniques. Bien sûr, c'est l'entraînement, le travail personnel que tu mets derrière, le temps que tu passes à t'entraîner qui va faire la différence. La visualisation. Ouais, il y a de ça. Après, il y a la méthode d'entraînement aussi. Il faut que la méthode d'entraînement, elle suive, qu'elle colle à la réalité. Si c'est pour faire tous les gestes bien 10 000 fois dans le vide, lentement, machin, mais à un moment donné, il faut mettre un peu les gants et se dire, bon, on en prend une de technique, on va comme un randori à thème, et j'essaie de la placer 50 fois, je me fais peut-être contrer 50 fois, mais au moins, je sais que j'affûte, quoi. T'affûtes la technique. Je pense que la méthode d'entraînement, au-delà, je pense que moi après j'ai mon opinion où je me dis tous les styles sont bons, maintenant c'est la méthode d'entraînement, faut qu'elle soit cohérente à ce que tu vas rencontrer. C'est ça qui fait la différence, je pense. Voilà. Très bien. Bravo. Voilà. Donc, c'est génial tout ça, top. Donc c'est tout bon, on a fait le podcast numéro 8 avec notre ami Seb Clarky en invité. Il nous a parlé de toute sa session judo. Juste un petit truc, le Jeet Kune Do, tu nous as pas dit où tu en faisais? Actuellement, je pratique moi avec mes élèves. D'accord, ok. T'as un club, t'as quelque chose si on veut te joindre. Fais ta petite pub, vas-y. N'hésite pas. T'en profites, t'es un bon prof, t'es un bon. Vas-y, rapproche-toi un peu du mic. Alors il y a une association sur Antibes qui s'appelle Living Element Martial Concept. Donc vous pouvez vous tapez sur internet livingelementmartialconcept.com, vous nous trouverez et il y a toutes les informations. Voilà. Combien de cours par semaine? Il y a 3 jours d'entraînement par semaine. D'accord, ok. C'est en mode en mode association, tu passes par la mairie, donc c'est des salles de mairie, tout ça. Ouais, c'est une salle de mairie, exactement. Parfait. Est-ce que tu as beaucoup d'élèves d'ailleurs? Là, on arrive à 25. Ah, quand même, c'est bien. On est à 25, notre vraie première année d'existence, c'est cette année. D'accord. C'est votre première année là? Ouais, la vraie première année. L'année dernière, on était pas beaucoup. On a eu parce qu'on n'avait pas de créneau, donc on a été en extérieur sur le stade. Compliqué en France de faire du sport. Ouais. Surtout dans le sud de la France, il n'y a pas beaucoup de salles, difficile. Mais donc là, la vraie première année, là on est à 25. J'espère terminer on va dire à une trentaine d'inscrits. C'est bien. Tes cours, c'est le soir? Alors, il y a un soir dans la semaine. D'accord. C'est à Décathlon. Et sinon, c'est entre midi et 2. Ah, bien, ok, d'accord. Et c'est où? C'est à la salle Saint-Claude, dans la salle de boxe à la salle Saint-Claude à Antibes. D'accord, au Saint-Claude. Ok. D'accord. C'est où la salle? C'est vers la piscine. Après les pompiers, quand tu repasses le lycée Jacques Dole, tu remontes en direction de Carrefour. Ouais. D'accord. Ah oui, la nouvelle salle. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok, c'est ça Saint-Claude. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. T'as fait la petite pub. C'est top. Okay. Voilà, n'hésitez pas à y aller, à regarder sur le lien internet. Venez nous voir, venez essayer. Avec plaisir. Moi, je sais que pour ma part, personnellement, je vais faire un partage justement avec Seb. C'est que on va essayer de se voir une fois par semaine pour partager justement moi le jiu-jitsu et lui le Jeet Kune Do. Principalement, je pense d'abord, et après on verra pour le Kali, des choses comme ça. Donc, un peu de judo, je vais te faire changer d'avis. Un peu de judo. Non, mais attendez. Non. C'est pas sur l'efficacité du judo. Je rigole. On plaisante. Parce que justement, ça fait partie vraiment Non, je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas ce rapprochement. Parce que justement, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'efficace, le judo. C'est un bel art martial, justement. Et tu me dis le prochain invité? Prochain invité, donc ce sera un ami d'enfance. Je connais depuis que j'ai 11 ans. On regardait les MTV au rap chez lui en noir et blanc avec Wu-Tang, Cream, etc. Donc
on a 40 ans maintenant, donc 28 ans d'amitié. Donc ça me fait super plaisir. C'est Lucas Turvebob. C'est basketteur, c'est un jeune d'Antibes comme moi qui est parti dans le basket. À l'époque, on était en sport-études à Fersen. Moi, j'étais parti au foot à Monaco, à Marseille, et lui, il partait en sport-études. Donc bref, il a mieux réussi que moi dans le basket que moi au foot. Et il a joué en équipe de France, il a joué à Paris. C'est vraiment un très 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 bon joueur. Et je voulais avoir son point de vue au niveau sportif. Ouais, Qu'est-ce qu'il a vécu Qu'est-ce qu'il a vécu? Parce qu'il a vécu des gros matchs, des grosses ambiances, peut-être des anecdotes, etc. Et voilà. Peut-être des fois un peu sortir du cadre aussi des arts martiaux. Même si on en parlera toujours un peu dans le podcast. C'est le petit concept qu'on appelle entre potes. Quand on aura écrit entre potes après le Fight Time, ça veut dire que c'est un... C'est pas forcément sur les arts martiaux. Voilà, une édition spéciale. Ça peut être, on va essayer de recevoir un peu toutes sortes d'invités, des ostéos, par exemple des naturopathes, peu importe en fait, pour aborder un peu d'autres trucs, mais qui quand même restent quand même en rapport avec les arts martiaux. Si vous voulez passer dans le podcast, contactez-nous, n'hésitez pas. Ah ouais, surtout, n'hésitez pas. Hein, voilà, abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. Un petit pouce bleu. Ouais, comme d'hab, quoi. Big up. Fight Time numéro 8. Merci à tous. Merci. Ciao.